C'est parti pour un nouveau numéro de l'Essentiel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Abdoulaye Mbow, bonsoir. Bonsoir Néné, bonsoir aux téléspectateurs de la Sen TV d'ici et d'ailleurs. Alors, ce soir, nous parlons du pouvoir exorbitant du président de la République. Et pour en parler, nous avons Serine Hassan Khan, porte-parole FDS. Vous allez bien, Serine Hassan? Merci, Néné Aïcha. Bonsoir à vous et bonsoir également à tous les téléspectateurs de Sen TV. Alors, nous parlons du président de la République. C'est le chef suprême, si on peut l'appeler comme ça. Oui, absolument. Il est le chef suprême des armées, c'est lui qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Il a énormément de prérogatives. Donc on parle de l'hypertrophie présidentielle, c'est le cas depuis que le Sénégal, en tout cas depuis la Constitution de 63. Et aujourd'hui, avec la suppression du poste de Premier ministre, on suppose que ses pouvoirs seront également renforcés. Mais bien sûr. Vous l'avez dit, hein, depuis 1963, au lendemain de la crise de décembre 1962, au Sénégal, nous remarquons malheureusement que les pouvoirs qui sont entre les mains du président de la République sont exorbitants. Et on attendait de la part de Macky Sall qu'il apporte des changements dans le sens d'une réduction de ses pouvoirs. Je pense que c'est cette attente-là que les Sénégalais avaient lorsqu'on l'a élu en 2012. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que plutôt que de réduire ses pouvoirs pour renforcer ceux du Parlement, parce que c'est ça qui était retenu surtout par la charte de gouvernance démocratique issue des conclusions des assises nationales. Il est bon, Abdoulaye, de rappeler que Macky Sall, en son temps, avait souscrit aux assises nationales. Et la charte de gouvernance, qui est issue justement de ces assises, avait donné des recommandations fortes en vue d'une réduction des pouvoirs du président de la République. Il est au regret aujourd'hui de constater que c'est plutôt le contraire auquel on assiste. Alors, en 2016, et c'est ça qui était paradoxal, il y a eu un référendum, une consultation électorale au terme de laquelle il était dit que le président de la République avait stabilisé les institutions et pour longtemps. 2 ans après, il y a eu la loi sur le parrainage, avec toutes les conséquences politiques qui en ont découlé, surtout avec la présidentielle catastrophique. On en arrive à une situation où on parle maintenant de la suppression du poste de Premier ministre. Alors que jusque-là, au niveau de l'exécutif, même si le président de la République avait beaucoup de pouvoir, il y avait au moins un Premier ministre qui pouvait jouer le rôle d'intermédiaire entre les ministres et le patron de l'exécutif, à savoir le président de la République. Donc si le poste de Premier ministre est supprimé, cela veut dire que l'essentiel des pouvoirs risque de se concentrer entre les mains d'un seul individu. Mais il l'a dit, c'est pour être beaucoup plus proche de son peuple, pour bien sûr éviter les lenteurs au niveau de l'administration, au niveau de certains intermédiaires par rapport au poste ministériel. Je pense que nous avons un État qui est suffisamment organisé, une administration qui est suffisamment forte pour que ce genre de problème ne se pose pas. Les Sénégalais ont élu une personne, c'est le président de la République. C'est à ce président-là de rendre compte. Mais quand même, s'il y avait un Premier ministre, au moins ça pouvait atténuer quelque part les pouvoirs du président de la République. Moi, je pense que ce qui était attendu du président de la République, à l'heure actuelle, c'est des réformes autres que celles qui consistent à supprimer le Premier ministre. Rappelez-vous, lors du référendum de 2016, on avait introduit une disposition qui renforçait les pouvoirs du député. Ce qui fait que depuis lors, au-delà même de la fonction législative, le vote des lois, au-delà de la fonction de contrôle de l'action gouvernementale, il y a une nouvelle prérogative qui revient aux parlementaires, à savoir l'évaluation des politiques publiques. Depuis lors, qu'est-ce qui a été pris comme mesure pour permettre à ces députés-là d'exercer la plénitude de cette prérogative qu'on leur a conférée au terme
de la dernière réforme constitutionnelle. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent en réalité qu'on ne signe pas sous réserve. Quand on signe un contrat de travail, il n'y a pas de réserve à mettre. Ça, c'est ma position. Mais pour vous relancer, nous avons vécu, vous l'avez dit, le bicéphalisme au sommet de l'État en 62. Alors, un régime parlementaire pour un État comme le Sénégal, un pays comme le Sénégal, compte tenu justement des réalités démocratiques, compte tenu en tout cas de la stabilité de nos institutions, est-ce que véritablement nous sommes prêts, parlant des pouvoirs, de la réduction des pouvoirs exorbitants du président Macky Sall, à penser qu'un régime parlementaire pourrait faire l'affaire par le renforcement de la représentation nationale? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la Commission nationale de réforme des institutions que j'ai évoqué n'a jamais parlé d'un régime parlementaire. Ce qui a été recommandé, c'est une réduction des pouvoirs du chef de l'État par des mesures fortes. On fait souvent allusion au contexte dans lequel le président Senghor avait supprimé le poste de Premier ministre. Je pense que nous l'avons rappelé. Alors, est-ce que le contexte de 1963 est celui de 2019? Alors, en son temps, je pense que nous l'avons rappelé, on venait de sortir d'une crise qui a durement éprouvé la vie politique au Sénégal. Le président Senghor avait besoin d'avoir beaucoup plus de pouvoir pour véritablement exercer, pour diriger le Sénégal. Parce que c'est bon de le préciser, la nature du régime qu'on a eu à partir de 1963, ce régime-là, il est lié, n'est-ce pas, à la loi cadre de 1956-1957. Cela veut dire qu'à partir de 1963, avec cette crise, le président Senghor, pour se sentir à l'aise, il avait véritablement besoin de supprimer le poste de Premier ministre. Nous avons également parlé du président Abdou Diouf. Quand il a supprimé le poste de PM, mais il venait d'arriver au pouvoir. En son temps, il avait également besoin, dans un contexte où il y avait les barons du régime socialiste auxquels il devait faire face, surtout dans les conditions dans lesquelles il a obtenu le pouvoir avec l'article 35, avec le déficit de légitimité, il avait besoin en son temps de renforcer davantage ses pouvoirs. Mais est-ce que le Sénégal de 1980, est-ce que le Sénégal de 1963, actuellement, est-ce que c'est le même Sénégal? Je pense que c'est loin d'être le cas. Le président de la République, il était attendu. C'est pas le même Sénégal, mais si on l'a fait et que ça ait pu marcher, pourquoi ne pas le reproduire? Peut-être c'est dans cette logique que ça s'inscrit. Non, je pense qu'on avait plus intérêt. En tout cas, si on regarde exclusivement les intérêts du Sénégal, ce qui était attendu, c'est que le président de la République renforce les pouvoirs du Parlement. Nous avons tous constaté une hypertrophie des pouvoirs du président de la République. Je pense qu'il était véritablement nécessaire d'apporter des changements à ce niveau-là. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que le président Macky Sall continue de penser que le fonctionnement, les institutions de la République doivent dépendre de son propre agenda politique. Le fonctionnement de ces institutions-là doit concourir à lui permettre de résoudre ses propres problèmes politiques, ses propres équations politiques, et ça c'est véritablement malheureux pour une démocratie. Mais en direction de 2024, justement, pour éviter justement certains soubresauts au niveau de son parti, de sa coalition, au niveau même de l'opposition de manière indirecte, et pour véritablement la nouvelle formule, on le sait, fast track, rapidité, célérité dans les actions présidentielles, gouvernementales, avec véritablement une concordance directe avec l'administration et de manière générale, en impliquant bien sûr le secteur privé national. Mais écoutez, est-ce que tout cela ne concourt pas justement à l'opportunité de supprimer ce poste-là pour voir un président qui sera devant, sachant qu'en 2024, il devra partir? Moi, je pense que le danger consiste à lier la décision de suppression du poste de Premier ministre et les problèmes d'ordre politique qui sont soulevés. Moi, je pense que quand on apporte des réformes constitutionnelles, le seul souci pour le chef de l'État, c'est comment améliorer notre système démocratique. Mais les institutions de la République ne doivent pas avoir pour souci
de permettre à un individu de résoudre ses propres équations politiques. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est en quoi l'existence d'un Premier ministre est un obstacle à l'efficacité de l'action gouvernementale. Moi, je n'en vois pas. Mais il y a le problème du Dauphinat qui se pose, c'est une question politique également. Mais c'est un problème d'ordre politicien. En quoi cela intéresse les Sénégalais? Est-ce que le fait de supprimer le poste de Premier ministre peut apporter une valeur ajoutée à notre démocratie? Je ne le pense pas. Aujourd'hui, tout le souci du président de la République, c'est comment renforcer davantage ses pouvoirs pour finalement devenir un véritable tyran. Parce qu'il faut le dire, au-delà de ses pouvoirs politiques, Macky Sall dispose de pouvoirs économiques énormes. Quand je le dis, je pense par exemple aux fonds politiques. Mais il n'est pas le premier président à avoir des fonds politiques. Mais il n'est pas le premier. Pourquoi on a changé de président de la République en 2012? S'il devait faire exactement ce que ses prédécesseurs ont fait à la tête de l'État, pourquoi les Sénégalais se sont mobilisés en 2012 avec même des morts d'hommes? Je pense que si les Sénégalais se sont mobilisés... Passif immatériel en 2012. Non, je pense que si les Sénégalais se sont mobilisés en 2012, c'était au-delà même des questions économiques, c'était pour que le président de la République puisse prendre des mesures fortes dans le sens d'une amélioration de notre système démocratique. Je pense que ça me paraît extrêmement important. Mais Serine Hassan, vous, personnellement, comment vous analysez cette suppression de poste de Premier ministre? Parce que d'aucuns pensent que c'est peut-être pour préparer le président Macky Sall à un éventuel troisième mandat, qui, selon certains, est un débat stérile. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que depuis lors, tous les arguments qui ont été avancés pour tenter de justifier la suppression du poste de Premier ministre, ce sont des arguments d'ordre politique, pour ne pas dire politicien. Si Macky Sall a un problème pour trouver un dauphin dans son propre parti politique, c'est à lui de trouver des solutions sans pour autant dénaturer nos institutions, alors que le référendum mais de le fait 2016... que ça soit d'ordre politique, ça, c'est les observateurs qui le disent, parce que eux aussi, le président de la République, il soutient le contraire, que c'est pour le peuple, pour le bien du peuple sénégalais. Mais les arguments avancés ne tiennent pas la route. Alors, les tenants du régime ont l'habitude de dire que le bilan de Macky Sall entre 2012 et 2019, il était reluisant. Pourtant, c'est le Premier ministre qui est à la tête du gouvernement au cours de cette période. Pour moi, c'est une incohérence que de dire aujourd'hui que l'existence du Premier ministre nuit à l'efficacité de l'action gouvernementale. C'est une cohérence totale qu'il faut quand même relever. Mais par ailleurs, parce que la question est d'une importance capitale, déjà les internautes réagissent via la page Saint-TV officielle, il ne faut pas également oublier qu'ils font partie de l'émission. Alors, quelle devrait aujourd'hui être la position de l'opposition? En fait, on le sait, l'élection présidentielle est derrière nous, même s'il est vrai que l'opposition continue de râler et de ruer dans les brancards, dénonçant la légitimité du président Macky Sall, qui d'un autre côté est un président légal, parce que jusqu'à preuve du contraire, il a été élu par 58,26% des Sénégalais. Aujourd'hui, quelle sera la position de l'opposition justement face à cette nouvelle donne politicienne, comme vous dites, qui est véritablement de supprimer le poste de Premier ministre en direction de 2024? Mais pour nous, ça doit être une posture de lutte. Déjà, nous, notre parti est très clair sur cette position. Nous considérons que le 24 février 2019, il n'y a pas eu une élection présidentielle au Sénégal, mais plutôt un hold-up électoral, et nous continuons de contester les résultats issus de ce scrutin. Sans pour autant faire recours au niveau du Conseil constitutionnel. Mais oui, c'est vrai que... C'est très facile de dire que c'est les résultats contestés, mais si vous ne faites pas recours, c'est comme si c'était vide quand même. Mais les arguments également avancés par l'ensemble des candidats qui ont décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel, ce sont des arguments suffisamment valables. Depuis lors, toutes les décisions prises par le Conseil constitutionnel ont été favorables au pouvoir de Macky Sall. À quoi bon, dans ces conditions, saisir encore le Conseil constitutionnel? Nous continuons de contester ces résultats. Mais pour en revenir à votre question, aujourd'hui, ce que l'opposition doit faire, c'est se réunir, se mobiliser pour ramener Macky Sall à la raison par un rapport de force
qu'il faut construire sur le terrain. Sinon... En quoi faisant pendant ce septennat, l'opposition, sauf rare cas, a eu des problèmes pour véritablement mobiliser, au-delà des militants et sympathisants. Écoutez, les citoyens sénégalais lambda, l'opposition criait Karim. Au finish, Karim a été emprisonné puis gracié, exilé au Qatar. Et le cas Khalifa Sall a été emprisonné. La loi sur le parrainage ne passera pas, c'est passé. Écoutez, il n'y aura pas d'élection, Macky ne battra pas campagne, il a battu campagne, il y a eu une élection, il a remporté. Mais si vous continuez justement de râler, est-ce qu'en réalité, vous ne risquez pas véritablement d'y laisser des plumes? Moi, je pense que ce n'est pas une raison pour l'opposition de déserter le terrain de la lutte. En 2016, avec le référendum, il y a eu hold-up électoral. En 2017, c'était le cas pour les législatives. Pour le scrutin présidentiel de 2019, c'est la même chose. Si on continue, Macky Sall, organiser les élections dans les mêmes conditions, avec le même ministre de l'Intérieur foncièrement partisan, écoutez, lors des élections locales à venir en décembre et lors des élections législatives, ça risque d'être le même résultat. Et le président de la République peut être dans une situation où il va même forcer un troisième mandat. C'est la raison pour laquelle nous, c'est un appel fort que nous lançons à toute l'opposition. Non seulement à ceux qui ont participé à l'élection présidentielle de 2012, mais aussi à ceux qui avaient pris la décision de boycotter cette élection, parce que pour nous, c'est extrêmement important pour sauvegarder la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous avons même proposé, n'est-ce pas, l'organisation dans les prochaines semaines d'une conférence internationale sur le Sénégal, qui devrait être un cadre d'échange entre l'ensemble des acteurs politiques de la société civile, mais également les Sénégalais qui sont établis dans la diaspora et qui ont leur avis à donner sur la marche du Sénégal. Pour nous, ça devrait permettre à l'ensemble des forces vives de la nation d'avoir un plaidoyer. Une sorte d'assise nationale format réduit. Voilà, sauf que, à la différence des assises nationales qui avaient exclu la diaspora, cette fois-ci, c'est plutôt les Sénégalais établis à l'étranger qui seront au devant de la scène parce qu'ils ont leur mot à dire, surtout en fonction de leur contribution économique. Le poids économique qu'ils ont au niveau national leur permet de jouer un rôle très important dans le cadre de cette conférence internationale sur le Sénégal. Parlant de cette suppression du poste du Premier ministre, ça a soulevé beaucoup de débats. Effectivement, Thierno Bocoum a soutenu vu que ce n'est pas une promesse électorale, au lieu de l'amener devant l'Assemblée nationale, mieux vaut organiser un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est là le problème, parce que nous sortons d'un référendum il y a 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, à peine 3 ans seulement, organiser une autre consultation électorale sur la simple question de la suppression du poste de Premier ministre? Je comprends bien Thierno Bocoum, parce que lui, son souci, c'est que le peuple a son mot à dire sur une telle question. Mais moi, je reste persuadé que la suppression du poste de Premier ministre n'est absolument pas une priorité à l'heure où nous sommes. D'accord. Alors, devant le président de la République, que lui direz-vous par rapport à la diminution de ces pouvoirs exorbitants dont vous faites allusion? Quels sont les vrais pouvoirs du président qu'il devrait véritablement laisser de côté? Je demanderai à Macky Sall de revenir sur la question des fonds politiques, parce que pour moi, c'est extrêmement important. On insiste beaucoup plus sur les pouvoirs politiques du président de la République. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le président de la République dispose de fonds politiques, une vache laitière qui lui permet même de financer des partis politiques. Rappelez-vous du temps de Maître Wade avec la CAP 21. On reprochait aux partis membres de la CAP 21 mensuellement de recevoir un soutien financier de la part du chef de l'État. Tout le monde sait que ce soutien-là provenait des fonds politiques. Qui est naïf aujourd'hui pour penser que ce mécanisme a disparu avec Benno Bokk Yakaar? Première chose, il faudrait qu'on en arrive à une situation où le Parlement
aura un droit de regard sur les fonds politiques. Il n'est plus question que des milliards soient entre les mains d'un chef d'État qui les dépense à sa guise, qui finance des partis politiques. Cela pose même un problème de l'égal accès des Sénégalais devant les ressources publiques. Au-delà de la question des fonds politiques, moi je pense que le président de la République également doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature. La justice, elle est instrumentalisée. Avec la suppression du poste de Premier ministre, finalement, le président de la République va être seul à la tête de l'exécutif. S'il continue également à manipuler la justice, on sera dans une situation où l'ensemble des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires seront contrôlés par une seule et même personne, un président omnipotent, omniprésent, et pour moi c'est une menace pour les acquis démocratiques que nous avons engrangés depuis des décennies. À ce propos, toutes ces revendications, j'allais dire, ces remarques que vous venez de faire, peuvent-elles connaître une issue favorable si véritablement l'opposition ne va pas à la table du dialogue? Oui, le dialogue, il me paraît utile dans le contexte où nous sommes, mais pour moi, avant de dialoguer, il y a des préalables qu'il faut poser. Quels sont ces préalables? Sans condition quand même. Vous savez, le premier problème auquel on risque de se heurter, c'est quel est le sort qui sera réservé aux conclusions qui seront issues de ce dialogue. Je vous ai rappelé il y a un instant que Macky Sall, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a mis en place une institution qui s'appelle CNRI, Commission nationale de réforme des institutions, qui a travaillé pendant plusieurs mois et qui a dépensé énormément d'argent. Que sont devenues les conclusions de cette Commission nationale de réforme des institutions? Mais les conclusions sont aujourd'hui rangées aux oubliettes. Dans ces conditions-là, il faudrait que l'opposition s'assure que les conclusions qui seront issues de ce dialogue seront appliquées sur le terrain par le président de la République. Première chose. Deuxième chose, comment l'opposition peut-elle dialoguer avec Macky Sall dans un contexte où certains membres de l'opposition continuent d'être des otages entre les mains du président Macky Sall? Je pense à Khalifa Ababacar Sall, qui est toujours en prison, ce qui est une injustice. Je pense que l'une des mesures fortes qu'on attend de Macky Sall, c'est qu'il puisse prendre des mesures permettant la libération de l'otage politique Khalifa Ababacar Sall. Il me paraît également important, quand on va à ce dialogue, qu'il y ait une personnalité suffisamment respectable à équidistance des partis politiques et qui va jouer le rôle d'intermédiaire et qui va s'assurer qu'il sera un garant pour l'application des conclusions de ce dialogue politique. Au président Abdoulaye Wade et au président Abdou Diouf. Mais Abdou Diouf et Abdoulaye Wade sont encore des acteurs politiques. Là, je parle plutôt d'une personnalité de la société civile qui suscite le respect de l'ensemble des parties prenantes et qui va s'assurer que les conclusions issues de ce dialogue feront l'objet d'une application par le président Macky Sall. Très bien. Alors, vous venez de nous rejoindre, vous allez bien? On vous laisse vous présenter. Je m'appelle Mamoudou Selili, je suis adjoint du mouvement Komeva et membre de Benno Bokk Yakaar. Vous allez bien? C'est les embouteillages qui vous ont retenu? Ce sont les embouteillages, j'ai été prévenu. En fait, il n'avait même pas besoin de dire qu'il est de Benno. Quand on voit le baron vif, on sait. C'est fortuit. Hein? C'est véritablement fortuit. C'est votre couleur préférée. C'est notre couleur préférée. Nous ne sommes pas en campagne électorale et vraiment, je vous avoue que... Alors, bienvenue à vous sur le plateau de l'essentiel. Merci En fait, nous en étions à débattre. Effectivement. Alors, nous parlons du pouvoir exorbitant du président de la République. Vous qualifiez ce pouvoir d'exorbitant. Bon, je vous laisse mettre de ce qualificatif. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le pouvoir que le président de la République a, c'est un pouvoir conforme à la Constitution actuellement. Bon, j'imagine bien que vous vous projetez dans la perspective de la réforme dont le président a parlé. À titre personnel, je me réjouis de cette perspective-là. Vous savez, nous avons élu un président de la République. Nous n'avons pas élu un premier ministre, nous n'avons pas élu d'autres personnes qui tournent autour du président. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de
de lisibilité dans ce qui va se passer. Vous savez, il faut faire un peu, je pense que hier sur votre plateau, vous avez invité un certain nombre de juristes qui ont refait l'historique de l'existence du président de la République avec un Premier ministre. On sait d'où ça vient. Mais à dire vrai, le régime que nous avons aujourd'hui est un régime qui gagnera en efficacité avec un président de la République qui gouverne réellement sans un paratonnerre. Un omniprésident. Ce n'est pas un omniprésident, c'est un président de la République. Vous savez, nous avons fait le choix aujourd'hui au Sénégal de faire tourner les institutions, en tout cas les institutions qui gouvernent, autour d'une personne. C'est un choix que le Sénégal a fait. Aujourd'hui, on ne demande jamais des comptes en réalité quelques années après à un ancien Premier ministre. C'est le président. Nous avons repris l'ancien modèle français que De Gaulle avait amené. Ce modèle-là, nous savons pourquoi est-ce qu'il a été mis en place. Mais aujourd'hui, celui que nous avons élu, c'est le président Macky Sall. Moi, comme je vous dis, je suis ravi qu'il ait pris la décision de proposer une suppression du poste de Premier ministre. Je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Mais quand on se met à sa place également et qu'on évite de faire ce faux procès de mesures politiques, parce qu'aujourd'hui, le président a été nouvellement élu pour 5 ans avec un cahier de charges bien déterminé. Nous sommes attentifs à ce que nous ont dit ceux qui n'ont pas voté pour nous, les 42% de la population. Ce qu'ils attendent, on le sait. Le président de la République, première mesure pour leur dire qu'il compte aller vers plus d'efficacité, après 7 ans d'expérience, il sait qu'aujourd'hui, en enlevant le Premier ministre, les choses iront plus vite. Je pense qu'il faut quand même lui faire je dirais pas, il faudra accepter, pour l'instant, de considérer que c'est une mesure qui a été prise pour raccourcir les délais, pour aller plus vite. Il ne faut pas avoir de considération politique derrière. Mais cette considération dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas une considération assez aérienne, à la limite, parce que on sait qu'à un moment donné, Senghor a été essoufflé, obligé de nommer Abdou Diouf à partir de 70. Abdou Diouf lui-même l'a expérimenté en 83. À un moment donné, il s'est senti essoufflé, mais il a dû ramener Habib Thiam à partir de 91. Aujourd'hui, même si les contextes politiques ne sont pas les mêmes, s'il n'y a pas d'incident institutionnel, écoutez, célérité dans l'action gouvernementale, présence véritablement du président de la République, mais en quoi un Premier ministre pourrait justement gêner le président de la République dans la rapidité de l'exécution des projets et programmes en cours pour ce quinquennat? À la ville, je suis manager. Hein. Je travaille, je dirige des équipes. J'ai expérimenté différents modes de gestion. Un avec plusieurs échelles de décision. Aujourd'hui, raccourcir les chaînes de décision peut se révéler efficace si on arrive à tout gérer. Le président de la République est président depuis 7 ans. Donc il a été également Premier ministre. Donc il a expérimenté une manière de gouverner. Il a eu 3 premiers ministres. Après cela, il a été réélu. Et il considère que pour mener à bien ses missions, ce pourquoi il a été réélu, il faut qu'il raccourcisse les chaînes de décision en enlevant un des intermédiaires. Et c'est quelque chose, comme je vous dis, vous le savez certainement, peut se révéler très efficace. Parce que le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Le Premier ministre coordonne l'action d'un gouvernement. Le Premier ministre, en réalité, gère des choses sur lesquelles les électeurs attendent le président de la République. Aujourd'hui, très rarement, vous verrez les populations aller se plaindre, elles ne le font jamais d'ailleurs, hein, au sujet d'un Premier ministre. Quand il y a des plaintes, des récriminations, elles sont sur le président de la République. C'est lui que nous avons élu. Et si lui, il pense qu'il est en mesure, qu'il a l'énergie nécessaire de gouverner directement, de travailler avec l'ensemble de ses ministres, eh bien c'est une bonne chose. Moi je crois qu'aujourd'hui, le système dans lequel le système qu'on a trouvé ici, hein, est un système, je n'ai pas envie d'employer le terme hypocrite, mais quand même est un système un peu avec une forme de duplicité. Il est trompeur. On a un Premier ministre en réalité qui, aujourd'hui, est un fusible. Le président de la République a le courage de l'écarter. De faire sauter. De l'écarter. De faire sauter, si vous voulez bien. Serine Hassel, vous voyez, donc c'est pas une hypertrophie du pouvoir, mais juste, comme on le disait tout à l'heure, pour être plus près de son peuple. Moi, je pense que je l'ai déjà indiqué. Moi, je ne vois pas. Je l'ai très bien écouté, mais je ne vois pas en quoi l'existence d'un Premier ministre peut empêcher
l'efficacité de l'action gouvernementale. Moi, je pense que si c'est une idée qui tenait tant au président de la République, certainement, durant l'élection présidentielle, il allait en faire une promesse électorale. Nous avons tous suivi la campagne électorale. Nulle part, Macky Sall n'a parlé de suppression de poste de Premier ministre. Quand il parle d'un système trompeur, moi je pense qu'il y a énormément de choses à changer dans ce système et que Macky Sall continue d'appliquer. Il y a énormément de choses à changer dans ce système. Je vous ai parlé de la question des fonds politiques. Aujourd'hui, nous sommes à une situation où le président Macky Sall risque de régenter la vie politique pour des années, simplement à partir des énormes moyens financiers dont il dispose. Donc quand il parle de système, moi je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à changer plutôt que d'aller vers la suppression d'un poste de Premier ministre. Je continue à penser que c'est une mesure purement politicienne qui permet au président de la République de se donner le temps de choisir un éventuel dauphin. Okay. Alors, M. Ly, pendant ce septennat, quand même, sur la conduite d'un Premier ministre, du Premier ministre, j'allais dire, mais nous avons connu des programmes réalisés. Je veux citer le train express régional, l'autoroute Ila-Touba, le lancement du PUDC, Promoville, la DER, etc. Mais tous ces programmes et projets, même si certains véritablement ont échappé peut-être à la conduite du Premier ministre, mais tous ces programmes ont été véritablement sous la conduite d'un Premier ministre nommé Mohamed Abdallah Dionne, qui véritablement, à la veille de la présidentielle et au lendemain de la présidentielle, a reçu les félicitations de son mentor Macky Sall. À vous entendre, c'est comme si aussi vous félicitiez le président. J'énumère les projets et programmes qui existent. C'était une boutade, c'était pour vous dire que je suis ravi de voir que vous maîtrisez autant tous les programmes et en filigrane, il y a une forme de satisfecit. Hein? Mais nous sommes sénégalais. D'accord. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, donnons la parole au président, il s'est expliqué. Il veut du mieux État. Il veut ce qu'il y a de mieux. On ne dit pas que ce qu'il y avait jusqu'ici n'était pas bien. Mais pour aller plus vite, le président a été élu dans le fast track dont il a parlé lors de sa prestation de serment. Il veut que ce soit le marqueur de son mandat. Et il a réfléchi à la manière de gouverner. Il a été Premier ministre. Il est président depuis 7 ans. Il est convaincu que pour aller plus vite et pour faire mieux, il faut une plus grande proximité entre le président et les ministres. Je pense que c'est un débat politicien que de déplacer le problème sur une éventuelle succession. Nous sommes à 5 ans des prochaines élections présidentielles. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se remobiliser. Faire foin oublier les considérations partisanes. Et aujourd'hui, ce que le président nous propose, moi en tout cas, je vous le dis à titre personnel, je suis rassuré et je sais que ça peut produire de bons résultats, d'excellents résultats. D'accord. Ouais, Bon, c'est toujours les slogans. Hein. Aujourd'hui, on nous parle de mieux d'État. Au début de son mandat, c'était la gouvernance sobre et vertueuse qui est maintenant aux oubliettes. Après, il y a eu Mme Aminata Touré, quand elle est arrivée à la primature. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut accélérer la cadence. John est venu avec au travail. Absolument. Alors que quelques années après, voilà, on a eu à la changer à la tête de la primature. Donc, c'est toujours... Nous avons en face un président de la République qui gouverne simplement par les mots. Mais est-ce qu'il n'a pas tout le temps des slogans qui n'ont aucune prise sur la réalité. Moi, je pense que la priorité, madame, elle est ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas compris? Parce qu'on le voit sur le terrain. À chaque fois qu'il y a des problèmes, différents secteurs, que ce soit les syndicats, tout ce qu'ils disent, on veut parler au président de la République. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas pour créer cette proximité? Moi, je pense que quand des citoyens sénégalais disent qu'ils veulent parler directement au président de la République, quelque part, il faut les comprendre. C'est qu'il y a énormément de difficultés dans des secteurs clés. Dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Ce qui se passe, c'est que les promesses auxquelles
le régime souscrit, ces promesses ne sont pas respectées sur le terrain. C'est ça le véritable. Quand je parle de promesses, je prends l'exemple des enseignants. Il y a énormément de promesses qui ont été faites aux enseignants. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui concrètement? Parce que on reste finalement un peu trop dans les généralités. Vous dites qu'en matière de santé, très peu de choses ont été faites, les promesses n'ont pas été tenues. Notre hôte tout à l'heure a cité un certain nombre de programmes qui sont aujourd'hui très clairement des réussites. Vous avez cité les différents premiers ministres qui ont été là au Sénégal. Mais regardez les résultats, ceux grâce auxquels le président a été réélu à 58%. N'oubliez pas cela. Et ces résultats-là... Dans quelles conditions? Non, quelles conditions? Je veux dire, aujourd'hui... Dans quelles conditions? Les conditions tout à fait transparentes. C'est important également, non, parce que les conditions dans lesquelles Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012, pendant des années, il s'est arrangé pour ne pas préserver ces conditions. Et c'est ça le drame. En 2012, c'est Macky Sall qui s'est choisi ses propres adversaires à la place du Conseil constitutionnel, en instrumentalisant la justice pour exiler Karim Wade, pour mettre Khalifa Abubakar Sall en prison. À travers la loi sur le parrainage également, il a éliminé énormément de candidats. Les Sénégalais ont insisté, beaucoup d'acteurs politiques, pour que Macky Sall, qui avait obligé en 2012 Abdoulaye Wade à décharger le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, de l'organisation des élections, on attendait de Macky Sall en 2019 qu'il puisse également choisir quelqu'un d'autre à équidistance des partis politiques pour organiser les élections. Malheureusement, vous avez tous entendu Macky Sall dire et répéter « Doumokodef, Doumokodef, Doumokodef » parce qu'il était persuadé que sans Ali Ngouille Ndiaye à la tête du département de l'Intérieur, il ne pouvait pas gagner un scrutin qui serait librement organisé. Alors, M. Ly, vous me permettrez de vous relancer. Je le rappelle, opposant, Macky Sall disait: si je viens au pouvoir, je ne construirai pas des routes et des autoroutes, mais je reconstruirai l'état de droit. D'accord? Alors, du point de vue des réformes, je dis mais majeures pour ce quinquennat-là, au-delà de cette réforme qui va aller dans le sens de la suppression du poste de Premier ministre, à votre niveau, vous, de Benno Bokk Yakaar, quelles peuvent être et quelles pourront être les véritables réformes qu'il pourrait engager pour véritablement démontrer aux Sénégalais qu'il va, en 2024, laisser un État avec des institutions très fortes? Nos institutions aujourd'hui sont très fortes. Et c'est elles qui nous ont garanti des élections transparentes, n'en déplaise aux perdants. Ne leur en déplaise. Aujourd'hui, à une très large majorité, le président a été réélu. Et je pense que la réponse des Sénégalais à toutes les récriminations de l'opposition montre qu'en réalité, ils sont satisfaits du président. Aujourd'hui, une réforme, il a annoncé une réforme. La suppression du poste de Premier ministre afin de raccourcir les délais d'exécution des différentes missions gouvernementales. C'est une réforme importante parce que, je vous le rappelle, il a été Premier ministre, il est président depuis plus de 7 ans et il sait qu'en allant dans ce sens-là, on va gagner en efficacité. Aujourd'hui, de quoi ont plus besoin nos concitoyens? C'est que leurs besoins primaires, leurs besoins essentiels soient rapidement satisfaits. Au-delà de cela, on a besoin que l'administration réponde rapidement à ce que l'on veut faire, à ce que l'on souhaite. Qu'il y ait une forme de légèreté dans les processus. Et aujourd'hui, cette réforme vers laquelle nous nous dirigeons participe de cela. C'est une réforme. Attendons le décret de répartition des services déjà. Le président, par le resserrement de l'effectif gouvernemental, a montré la voie. Il a annoncé déjà en haut lieu qu'il n'y aura plus 2 personnes. Le mode de gestion bicéphale disparaît pour un mode unique, enfin pour une seule tête. Et nous verrons, nous avons vu dans le gouvernement un resserrement, et cela va se traduire certainement également dans le fonctionnement de l'administration. Cela, c'est une grande réforme. Et si on arrive à rendre beaucoup plus efficace notre administration, ce sera déjà un acquis. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, le plus important pour un pays comme le Sénégal, qui est déjà une démocratie, nous ne sommes plus à l'époque où nos institutions étaient vacillantes. Donc aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la satisfaction des besoins des usagers. C'est pour cela
que l'un des gros chantiers, c'est l'allègement des procédures, l'augmentation de l'efficacité de l'administration. Donc voilà, c'est aujourd'hui, et c'est ce à quoi le président s'est engagé. Il n'y a pas d'engagement sur des réformes institutionnelles. Quel sera l'impact de ce que vous venez de dire sur les populations dont une majorité est dans la pauvreté, parce qu'il y a un rapport qui parle de 6 millions de Sénégalais, en tout cas, qui sont dans la pauvreté. Le taux a baissé. Peu importe. Nous avons baissé de 4 points. C'est un rapport très récent, c'est le rapport d'Iris. Alors, il y a dans le nord du pays, même si je ne sais pas l'évolution depuis la publication du rapport, c'était 750 000 familles qui étaient menacées d'insécurité alimentaire dans le nord. Aujourd'hui, il faut voir 200 000 jeunes qui véritablement s'injectent dans le marché de l'emploi chaque année. C'est l'université qui est une bombe sociale. C'est véritablement un système éducatif avec des grèves cycliques, quoi qu'on puisse dire. C'est également pas mal de paramètres. Mais alors, quels seront les impacts justement de ces décisions majeures dont vous faites allusion sur le mieux vivre des populations? Déjà, je pense qu'en dressant un tableau dans l'absolu, vous tronquez un tout petit peu la réalité. Aujourd'hui, un président est élu. Il faut, pour juger de son action, comparer avec ce qui était là. Vous parlez de l'enseignement supérieur, mais très clairement, c'est un des succès du Sénégal. Le taux d'accès à l'université. N'oubliez pas qu'au Sénégal, ce taux a augmenté de 37% en 7 ans. Si on se base sur 100 000 habitants, le nombre de personnes, on était à 800. Est-ce que vous savez qu'il y a un abri provisoire à l'université de Dakar? Laissez-moi, je pense que vous êtes Parce qu'au-delà des statistiques, moi je pense que c'est important aussi. Des éléments contextuels et anecdotiques. On était à 800 étudiants sur 100 000 habitants. Nous sommes passés à quasi 1100 étudiants sur 100 000 habitants. Donc une progression de 37%. Le budget de l'enseignement supérieur, le budget de l'éducation nationale a cru plus vite que le budget de l'État. Nous en sommes à 11%. Hein? Il y a aujourd'hui une réelle amélioration du système éducatif et on voit dans les indicateurs. Pareil pour le système de santé. Au Sénégal, aujourd'hui, on se soigne mieux. Est-ce qu'on se soigne suffisamment bien? C'est ça la question. Mais nous y travaillons. Aujourd'hui, nous avons trouvé un pays qui, sur plusieurs éléments, était à genoux. Les paramètres économiques du Sénégal étaient mauvais en 2012. Aujourd'hui, il y a une claire amélioration. Et cela, c'est simplement dû à l'action du président de la République. Et nous sommes à quasi 7% de taux de croissance. Il nous promet un taux de croissance à 2 chiffres. Pour y arriver, son expérience l'a convaincu qu'il faut raccourcir les échelles de gouvernance en supprimant ce poste de Premier ministre. Aujourd'hui, le Sénégal avance. Et je note en fait que dans les interventions de mon co-débatteur depuis tout à l'heure, on reste dans les généralités. Jusqu'à présent, il n'y a pas de reproche réel à faire. Il y a des procès d'intention. Hein. Oui, la réforme que le président veut faire, c'est simplement pour préparer son successeur, etc. etc. Mais c'est sa position quand même. Mais c'est parce que vous êtes arrivé en retard. J'étais en loge. C'est parce que vous êtes arrivé en retard. Je vous ai suivi une bonne dizaine de minutes. C'est pour dire que je vous ai écouté. Et je reste véritablement sur ma faim quant aux critiques concrètes. Ce qu'il faut noter dans ce cas, c'est simplement qu'il y a aujourd'hui une reconnaissance d'autre part que les choses se passent bien. Et par rapport à l'éducation, il a quand même parlé d'abri provisoire qui est quand même concret. Il a parlé d'un abri provisoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'aimerais bien... Et des étudiants sacrifiés également à l'UVS. Une université qui n'existe en réalité que dans l'ordinateur de Monsieur le Président de la République. Nous rencontrons tous les jours ces étudiants-là. Mais ils sont dans des conditions extrêmement difficiles. Monsieur, il faut comprendre notre frustration. En 2012, nous étions avec Macky Sall dans le cadre de la coalition qui luttait contre le président Abdoulaye Wade. Nous étions avec Macky Sall à la place de l'Obélisque. Nous étions avec lui devant l'Assemblée nationale pour contester la gouvernance du président Wade à l'époque. Donc il faut essayer de comprendre notre frustration. Si nous nous rendons compte, quelques années après, que Macky Sall, par rapport à toutes les critiques qu'il émettait sur la gouvernance de Macky Sall, donc du président Abdoulaye Wade, continue à reproduire les mêmes pratiques et parfois en les amplifiant avec, par exemple, la transhumance. Nous avons tous entendu critiquer sévèrement la transhumance. Mais aujourd'hui, nous sommes désolés de constater que c'est depuis le palais de la République que le président Macky Sall organise la
transhumance. Pour nous, c'est une question importante parce que c'est une question d'ordre éthique. Moi, je suis un chef de famille. Je ne veux pas, tous les soirs, que les télévisions m'envoient des images choquantes de personnes qui, quelques mois auparavant, tiraient sur le président Macky Sall. Actuellement, elles sont avec lui. Et parmi ces personnalités, certaines étaient même certaines parmi ces personnalités-là avaient des problèmes avec la justice. Mais vous êtes libre de changer d'avis. Je pense à toutes ces personnalités politiques qui étaient du PDS et qui, au même titre que M. Karim Wade, avaient un problème avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Leur nom figurait en bonne place sur la liste de cette Cour. Malheureusement, quand ces personnalités ont transhumé, leurs dossiers ont été rangés. On le laisse répondre très rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Non mais, monsieur dit qu'il a changé de camp. Certainement. Non, je n'ai pas changé de camp. Ce que je dis, c'est très simple. En 2012, nous étions... Il parle du M23 généralement. Non mais je vais reformuler ce que j'ai dit, non, en sachant qu'on aboutirait au même résultat. Nous étions avec Macky Sall contre Abdoulaye Wade. Nous avons participé à l'alternance. Très bien. Aujourd'hui, Macky Sall a dénaturé complètement le sens qu'on avait donné à cette alternance démocratique. Vous aurez l'occasion de revenir, mais nous allons juste marquer une petite pause pour laisser place au 19h45 avec Evelyne Mondjouba et Mohamed Thiam. Plateau de l'essentiel. Merci à vous Evelyne Mondjouba et Mohamed Thiam pour le 19h45. Je rappelle que ce soir nous parlons du pouvoir exorbitant du président de la République, même si Mamadou Selli va pas dire exorbitant. Donc nous sommes avec Mamadou Selili et aussi Serine Hassan Khan. Donc tout à l'heure je vous avais interrompu. Serine Hassan est revenue sur cette rupture que prônait le président de la République en 2012, cette rupture par rapport aux transhumants, même si ils ne veulent pas qu'on les appelle transhumants, mais plutôt des alliés. C'est le cas. En réalité, mon co-débatteur disait qu'il était membre de notre camp, simplement. Et par la suite, de la paix, du M23, qui regroupait l'ensemble des forces qui luttaient contre le pouvoir de maître Abdoulaye Wade. C'est totalement différent. Je n'ai jamais appartenu à l'APR. Donc voilà, donc moi-même je ne suis pas membre de l'APR, je suis membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais je note simplement que vous étiez avec nous, vous étiez allié du président Macky Sall. Et par la suite, pour des raisons qui vous sont propres, vous avez choisi de quitter cette coalition, cette mouvance. Reconnaissez aux autres également le droit de rejoindre le président de la République, parce que en cours de mandat, ils se sont rendus compte que ce qu'ils prônent, ce qu'ils défendent correspond à leurs valeurs. Aujourd'hui, il y a un élargissement de notre coalition. Il ne faut pas parler de transhumance. Je pense que c'est inutilement stigmatisant que de parler de cela. Ce sont des leaders politiques qui dirigent des partis et des mouvements qui se reconnaissent dans les excellents résultats aujourd'hui de notre président de la République. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en réalité ? Nous avons un Sénégal qui avance. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Et je mettais au défi mon co-débatteur de relever les points qui ne marchaient pas. Nous avons un pays que nous avons trouvé à moins de 2% de croissance, avec un déficit budgétaire énorme. Nous avons stabilisé tout cela. Nous nous rapprochons d'un taux de croissance de 7%. En matière de santé, les choses marchent bien. Nous avons un programme de couverture maladie universelle qui est très prometteur. Avec des hôpitaux très endettés. Non, des hôpitaux très endettés, qu'est-ce que cela veut dire? Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il faut comparer la situation actuelle avec celle d'avant. Aujourd'hui, le programme de couverture maladie universelle, c'est plus de 70 milliards de francs ces dernières années. Des recettes qui n'étaient pas là pour les hôpitaux. En réalité, aujourd'hui, le débat est faussé quand on parle de dette des hôpitaux. Au plus haut de la dette, la CMU devait moins de 10 milliards de francs aux hôpitaux, au plus haut de la dette. À l'ensemble des hôpitaux du Sénégal. Non, laissez-moi vous dire, c'était 12 milliards. C'est une question que je pose. C'est cela. À un moment, au plus haut de la dette, la CMU devait 12 milliards. Sans compter, nonobstant les dégâts collatéraux que ça peut Qu'est-ce que vous appelez dégâts collatéraux? Mais laissez-moi vous dire sur ce point-là une chose. Cette dette-là, est-ce que vous savez que c'est moins de 3% du chiffre d'affaires annuel des hôpitaux?
Moins de 3% du chiffre d'affaires annuel. Si aujourd'hui, vous, Sen TV, groupe des médias, vous êtes une entreprise, si vous dites que c'est parce qu'un de vos débiteurs vous doit 3% et que cela plombe votre trésorerie, c'est qu'il y a un vrai problème. Le problème, il est ailleurs. Donc la couverture maladie universelle, ce sont des ressources nouvelles pour les populations, mais c'est également un avantage sanitaire pour les gens. Les taux de mortalité sur beaucoup de parts, pour les bénéficiaires principaux de la CMU ont baissé. Sur la mortalité infantile, les taux se sont améliorés. Sur la mortalité maternelle, c'est le cas. Le taux de fréquentation des structures de santé, c'est également le cas. Donc tout cela, toutes ces avancées-là, les avancées économiques dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation, ont fait que ceux que vous appelez les transhumants, mais que nous appelons les alliés, des personnes qui n'étaient pas avec nous au début, se sont rendus compte que dans l'intérêt de la nation, elles devaient nous rejoindre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors, en fait, pour un petit peu évoluer, est-ce que l'opposition ne devrait pas changer de fusil d'épaule, au-delà de la contestation, mais devenir une opposition de proposition, justement par rapport justement à ces réformes, à cette démarche, véritablement en tenant compte des agrégats micro et macroéconomiques du Sénégal? Oui, mais je voudrais inviter amicalement mon co-débatteur à réécouter le discours de M. Macky Sall en 2012, tout ce qu'il avait dit sur la transhumance. Entre-temps, il a changé d'avis, parce qu'il considérait que la transhumance est une pratique contraire à nos mœurs. Aujourd'hui qu'il a changé d'avis, on le lui concède. Si vous changez d'avis avec lui, nous vous le concédons également. Mais je pense que l'éthique est une dimension extrêmement importante dans la politique. Pour en venir maintenant à votre question, moi je pense que ce que l'opposition doit faire aujourd'hui, c'est se mobiliser pour essayer de revendiquer le retour à la démocratie. Pour moi, c'est important. Le dernier scrutin a montré qu'il y a des menaces sur notre projet démocratique. Donc, aujourd'hui, la première priorité pour l'opposition, c'est la lutte. Mais bien évidemment, au-delà de la lutte pour un scrutin libre, transparent, surtout en perspective des prochaines échéances électorales, moi je pense que la stabilité des institutions nous importe, nous tous. C'est la raison pour laquelle, moi quand j'ai entendu de resserrement, on nous avait annoncé un gouvernement resserré. Je me suis dit, mais c'est intéressant. Peut-être que Macky Sall va revenir à sa promesse de 2012, qui portait sur un gouvernement de 25 ministres. Mais au bout du compte, nous nous retrouvons figurés avec 35 ministres. Et depuis lors, des décrets continuent à être pris par le chef de l'État pour caser de la clientèle politique. Parce qu'il y a certainement beaucoup de frustrés, certains qui ont quitté l'attelage gouvernemental et pour qui le président Macky Sall doit trouver une solution. Parce que c'est sa vision politique. Macky Sall considère que les institutions de notre République doivent s'adapter à ses propres calculs politiques. C'était le cas lorsqu'il mettait en place le Haut Conseil des collectivités territoriales. Aujourd'hui, qu'est-ce que ce conseil a apporté en matière de décentralisation au Sénégal? Faisons le bilan. Mais à l'époque, le problème, comme il était dans la logique du partage du gâteau entre les membres de l'Alliance au pouvoir, l'AFP était servi. Il fallait coûte que coûte trouver une solution au problème du Parti socialiste. La solution, c'est quoi? C'est la création d'une institution qui n'a rien apporté à notre pays et qui nous coûte très cher. Ça a été le cas également avec Mme Aminata Touré, nommée envoyée spéciale, mais on ne comprend pas quelle est aujourd'hui la mission de Mme Aminata Touré. Mais le président Macky Sall était confronté à un problème politique. La solution, c'était créer un poste taillé sur mesure pour cette dame-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frustrés. Mais attendons de voir. Dans les prochains jours, il ne faut pas être surpris d'assister à une floraison d'agences qui ne répondent à aucun souci d'efficacité dans l'action gouvernementale, mais qui permettront simplement à Macky Sall de résoudre des équations politiques qui ne concernent en rien les Sénégalais. Et pour nous qui étions avec Macky Sall en 2012 contre le président Abdoulaye Wade, nous sommes scandalisés quand nous voyons donc le président Macky Sall qui avait prôné la rupture continuer avec les mêmes pratiques
auquel on assiste depuis l'indépendance. À quand le changement? C'est ça le problème. Pour revenir un peu sur la question de Abdoulaye Mbow par rapport au dialogue, aujourd'hui, est-ce que vous ne devez pas mettre en place des mécanismes? Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit que vous refusez un dialogue, vous mettez en place des mécanismes pour répondre à ce dialogue-là, parce que c'est l'intérêt quand même de la nation qui doit être mis au devant. Pour nous, en tout cas, force démocratique du Sénégal, j'ai évoqué certains préalables qui pour moi sont très importants, mais au-delà de cela, je pense que le dialogue devrait se faire sous l'égide de l'Union africaine. Les syndicats de chefs d'État qui étaient présents à Dakar pour donner une certaine légitimité à Macky Sall, lorsqu'il s'agira de dialoguer, je pense que l'Union africaine aura également un rôle à jouer dans ce dialogue, parce qu'il y a véritablement une crise politique au Sénégal, même si c'est le terme qu'ils refusent, parce qu'ils se disent que au lendemain du scrutin, les Sénégalais... C'est un problème sénégalo-sénégalais. J'allais dire sénégalo-sénégalais. En réalité, quel pourrait être véritablement le rôle de l'Union africaine dans des problèmes strictement politiques? Mais qui ne sont pas à un niveau véritablement institutionnel ou véritablement des menaces endogènes pourraient véritablement menacer la stabilité totale du pays. Mais depuis plusieurs années, il y a une impasse sur le dialogue. Pourquoi? Parce que le problème majeur qui se pose, c'est que on a du mal à savoir la parole du chef de l'État, qu'est-ce qu'elle vaut finalement. C'est la raison pour laquelle, comme il y a un blocage depuis des années sur le dialogue, le moment est venu que la question du dialogue politique au Sénégal, que l'Union africaine s'en charge, et pour nous c'est important. Votre dernier mot alors? On en est déjà au dernier. Je suis juste effaré par cette dernière proposition. Je veux dire, aujourd'hui, quel sens cela a de se mettre sous le joug de l'Union africaine pour quel dialogue? Le seul problème aujourd'hui, c'est que vous tournez en rond, véritablement vous, l'opposition sénégalaise. Vos critiques, pour la plupart, ne sont pas fondées. Et je dis pour la plupart, pour être mesurées. Mais en réalité, vous n'avez absolument rien de fondé à nous opposer. Les Sénégalais en ont pris conscience en renouvelant toute leur confiance au président de la République lors des derniers suffrages. Vous dites aujourd'hui qu'il faut que l'Union africaine vienne et arbitre. Pourquoi? Quel est le problème aujourd'hui réellement? Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reste dans des procès d'intention, dans des critiques un peu trop générales. Et en réalité, aujourd'hui, il faut noter une chose, c'est que le Sénégal avance. Les Sénégalais en sont convaincus. Ils ont renouvelé leur confiance au président de la République. Le premier gouvernement qu'il a mis en place montre le chemin. Aujourd'hui, nous avons un resserrement des effectifs. Un resserrement qui se fait d'abord à la tête, et avec le décret de répartition des services qui va venir, les choses vont s'améliorer. Enfin, les choses vont être au niveau administratif, les choses vont aller dans le même sens que ce qui s'est fait en haut. Donc je crois aujourd'hui que l'heure est à la sérénité. Moi, j'invite l'opposition sénégalaise à revenir à un peu plus de sérénité, d'accepter déjà la main tendue du président. Le président vous invite au dialogue. Venez à la table. Si vous avez des préoccupations, venez les dire. Au lieu de penser à créer un gouvernement parallèle, on a entendu parler d'un gouvernement fantôme, un gouvernement parallèle, un shadow cabinet, c'est comme cela qu'ils l'ont indiqué. Nous attendons de voir est-ce qu'il sera à 25 ministres. Et je pense que vous devriez vous féliciter d'avoir un rétrécissement également du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons 32 ministres, 3 secrétaires d'État, des périmètres bien déterminés. À côté d'un président de la République, il faut le savoir, il faut des conseillers. Parce qu'aujourd'hui, avec la suppression de ce poste de Premier ministre, le président de la République a beaucoup plus de travail. Il faut coordonner l'action de ces différents ministères-là. Il lui faut des conseillers. Donc, en nommant certains ministres conseillers, il se donne les moyens de faciliter cette coordination. Je ne dirais pas Donc on peut s'attendre à plus de nominations alors. Non, parce que si on suit sa logique, il lui faut des conseillers. Le Premier ministre, il va être remplacé par beaucoup de conseillers qui vont faire le travail à sa place. Finalement, quel est l'intérêt? Tout le monde sait. Le Premier ministre, c'est le premier des ministres. C'est lui qui dirige le gouvernement. C'est entre guillemets le patron des ministres. Les conseillers aident celui qui les a nommés à prendre des décisions, à piloter, à coordonner. Donc la précision que j'ai faite, c'est en réponse à ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit,
que dans quelques jours, certainement d'autres nominations vont venir. Évidemment, des nominations vont venir, des nominations de conseillers. Aujourd'hui, le professeur Ismaïla Madior Fall a été nommé ministre d'État auprès du président de la République. Ce n'est pas aujourd'hui une pratique inédite et surtout qui doit être condamnée. Il faut des conseillers auprès du président de la République pour l'accompagner dans la coordination, dans le pilotage de l'action gouvernementale. Très clair. Votre dernier mot, très rapidement. Oui, rapidement. Il nous annonce effectivement que d'autres conseillers seront nommés. Bon, nous attendons de voir, mais moi je suis déçu. Quand j'ai vu dans la liste gouvernementale quelqu'un, je vais le nommer Cheikh Omar Anne, qui a été épinglé par les rapports des corps de contrôle de l'État, mais qui a été promu. Pendant ce temps, il y a Khalifa Ababakar Sall, qui n'a rien fait, mais qui, pour des raisons politiciennes, a été liquidé politiquement par le président Macky Sall. Nous nous en désolons véritablement. Le jugement sera fait, c'est quoi qu'on puisse dire. C'est votre avis, qui n'a rien fait, voilà. C'est votre avis. Mais il y a beaucoup de femmes célibataires au Sénégal. Hein. Le président Macky Sall devra tout faire. Fast track oblige pour donner beaucoup plus de moyens aux hommes célibataires pour pouvoir prendre femme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que tu attends, toi, alors? Nous vous remercions, chers téléspectateurs. On se dit à demain pour un nouveau numéro de L'Essentiel. Bonne suite des programmes sur Sen TV.